I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Madame, Monsieur, bonjour et merci encore pour votre fidélité renouvelée à cette matinale Kenkeliba qui démarre tous les jours à 6h30 sur la RTS. Je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver ce matin encore pour un nouveau numéro de cette matinale. Nous aurons quelques instants sur le plateau ce jeudi 14 décembre le coach Tanda Khandjaï qui va nous parler de la gymnastique, comme vous le savez, aujourd'hui en direct sur ce plateau. Et nous aurons également le plaisir de recevoir Aline Diop pour la chronique archive. Ce sera dans quelques petits instants. Sarah Luya Senghor nous accompagne également jusqu'à 8h, sans compter nos deux invités qui seront aussi de la partie. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h et vous aurez également l'occasion de réagir sur les différents sujets qui seront développés tout au long de cette matinale. Ce sera sur nos plateformes digitales, la page Facebook Kenkeliba et la page Facebook de la RTS. Vous pouvez également suivre cette émission sur YouTube, Twitter ou encore Instagram. L'équipe va tout à l'heure me rejoindre, mais en attendant, je vous propose de suivre les prévisions du jour et on se retrouve juste après. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. Le maintien de la fraîcheur matinale est un des faits marquants sur le pays au courant de ce jeudi, avec une persistance de la poussière qui pourra être notée sur une bonne partie du territoire. Avec l'animation satellite, nous pourrons voir qu'un ciel plutôt ensoleillé est attendu au courant de cette journée, des valles de nuages qui vont défiler au-dessus du territoire national et un vent qui va souffler essentiellement d'est sur le pays. Les prévisions permettent de voir donc des températures plutôt élevées attendues sur le territoire, à l'exception de Dakar qui enregistrera 31 degrés au courant de ce jeudi. Les températures vont largement dépasser 35 degrés, comme on peut le voir au centre, avec des températures de 37 attendues à Fatick ou encore à Linguère, 38 degrés attendus à Mbour, à Thiès, mais aussi à Louga. Nous aurons le maxi des maxis, c'est-à-dire le pic des températures au niveau de Kaffrine, qui sera à hauteur de 39 degrés. Et sur les localités sud, toujours des températures qui vont tourner entre 35 et 36 degrés sur l'axe Ziguinchor allant à Kédougou. Voilà donc en résumé, chers téléspectateurs, une persistance de la couche de poussière notée depuis lundi sur le territoire, pouvant affecter donc les zones centre, le nord, mais également l'ouest du pays, avec une fraîcheur matinale qui va être légèrement ressentie, surtout dans la partie sud du territoire, et une chaleur qui va toucher grandement le pays, avec des températures assez élevées attendues particulièrement au centre. Ceci met fin à votre bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici, et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez... Merci beaucoup à nos partenaires de la NACIM pour les prévisions du jour. Alors, l'équipe est déjà dans ce studio. Je l'invite à me rejoindre sur le plateau. Il s'agit, vous allez tout de suite le voir, de Sarah, de l'un de nos invités, de Aline Diop pour sa chronique archive. Et nous allons aussi recevoir le coach Tanda Khandjaï pour la gymnastique. Bonjour à tous. Bonjour Aline, on est content de te retrouver aujourd'hui aussi. Ça va? Bonjour, ça va très bien. En forme? Ça va, ça se passe très bien. Bonjour coach. Bonjour. Mais on doit l'applaudir. Oui, bien sûr. C'est une innovation. C'est une innovation. C'est une innovation pour le coach Tanda. Ah, bravo. Vraiment. Merci beaucoup. Merci On va expliquer à nos téléspectateurs pourquoi on applaudit. Je suis venue avec la mallette, donc bonjour. Installez-vous. Adama, je te laisse ça. Bon, je vais essayer d'ouvrir. Oui. La mallette. La mallette. Qui ne contient pas d'argent. Oh là là. Mais elle contient quand même quelque chose de très précieux. C'est pas un pétrodollar. Hein? Ah, Ah oui, c'est ce qu'on a. Regardez.
Sargal, 3e édition. Monsieur Tandakha Ndiaye, merci pour service rendu à la presse et aux médias. Bravo, coach. Vous avez reçu cette semaine. Exactement, c'est de la part de la Convention des jeunes reporters. Vous avez reçu cette semaine cette distinction pour, comme on l'a mentionné ici, pour service rendu à la presse. Vous avez marqué ce milieu, vous avez marqué le milieu du sport aussi, mais aussi vous avez contribué fortement à susciter des vocations. Je pense que ça se met comme ça. Oui, tu peux. Je crois que je vais y arriver. Voilà. Comme ça, tout au long de l'émission. Voilà. On ne change rien, on laisse comme ça. Voilà. C'est parfait. Non mais bravo. Coach, on est fiers. Merci on est beaucoup. content. Absolument. Merci, Et merci. on a tenu à ce qu'Alioune Diop soit sur le plateau. Oui. Oui. Parce qu'on ne peut pas rendre hommage au coach Tandakha sans qu'Alioune Diop ne soit là. Exactement. C'est un plus, c'est véritablement pour témoigner encore une fois de tout ce que le coach Tandakha a eu à faire véritablement et continue de faire encore Oui, aujourd'hui. oui, oui. On se souvient de l'émission sur la radio qui s'appelait Armée Nation, c'est ça, Oui, coach oui, Tandakha? bien sûr. Ça fait des années, des années. Beaucoup ont été formés grâce à cette émission-là. Le concept est aujourd'hui une réalité. Coach Tandakha, c'est aussi le sport, véritablement. Il a encadré plus d'un. Quand on parle de natation également ici. Coach, le pentathlon, c'est également vous. Et nous, à Kinkeliba, la gym au quotidien avec les capsules du coach dans la régularité. Parce que ce n'est pas évident d'être aussi régulier tous les jours pendant toutes ces années. Ça fait plus de 10 ans que le coach Tandakha est sur la matinale avec ces capsules-là à Alioune Diop. Et donc, dans la rigueur, dans la régularité, on salue tout cela. C'est mérité. Merci à la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui décide véritablement de célébrer le coach Tandakha. C'est comme ça, il faut célébrer les gens de leur vivant, leur rendre hommage quand ils sont encore avec nous pour qu'ils puissent partager cela avec leur famille. On est content, on est fiers. Je crois que c'est toute l'équipe qui est fière, c'est toute la RTS qui est vraiment contente. Il n'y a pas eu que le coach Tandakha, il y a eu également Sadi, l'ancien directeur de la télé également, Omar Seck, avec le nœud papillon, tout le monde sait tout de suite de qui on parle. Il a été 2 fois directeur de la télé, présentateur également du journal télévisé. Donc vraiment bravo à tout ce beau monde-là. Alioune Diop, je crois que c'est plus que mérité. Oui, c'est plus que mérité. Quand on parle de Tandakha, c'est le sport global. C'est ce qui est séduisant dans la carrière de Tandakha. C'est le sport global, toutes les disciplines. Tandakha est à l'aise pour faire un reportage sur un match de rugby. Il est à l'aise pour faire un reportage sur n'importe quelle discipline sportive. Mais aussi, ceux qui sont jugés comme démunis, Andy Sport, Tandakha est engagé. Oui, c'est vrai, spécial olympique, ça. Voilà, justement. Beaucoup, donc, engagé à côté de ces gens. Et puis, nous qui le côtoyons depuis toujours, on sait, Tandakha qui prépare une émission, comment il est. Concentré, essayer de poser des questions, chercher des informations, apporter son conducteur à temps. Il faut demander ça aux techniciens. Donc c'est la rigueur militaire, ça se comprend aisément. Donc c'est avec une richesse quand on écoute ou quand on suit Tandakha. Beaucoup d'informations concernant la discipline qu'il aborde. C'est pourquoi je parle de richesse. Donc c'est vraiment un patrimoine. Heureusement, les jeunes reporters l'ont fait. D'autres l'ont fait avant ça aussi. Il a été décoré par le président de la République. C'est vrai, lors de la journée des forces armées, c'était il y a, je ne me souviens plus exactement de la date, je crois qu'il y a tout juste un mois de cela, coach Tandakha. Chevalier aussi. Chevalier de l'Ordre national du mérite. Mais aussi, il y a le grade d'officier de l'Ordre national du Lion. Voilà. Et la photo du coach au niveau du musée. Le grade de commandeur, peut-être. Voilà, c'est vrai, à l'occasion de la journée des forces armées. Là aussi, ça a été vraiment une très grosse surprise. Alors là, j'attendais les Amadou Maïloum, Julien Chouga. Quelqu'un en plein reportage me trouve sur les lieux pour me dire arrête le micro, viens voir ce qu'on a mis au musée. On t'a immortalisé. Alors j'ai dit mais ça c'est vraiment la surprise du siècle au niveau des forces armées pour moi. Voilà. Et quand vous avez reçu cette distinction nouvelle, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Racontez-nous un petit peu. Je peux dire que c'était vraiment des moments sublimes pour moi. Des moments vraiment de très forte émotion. Et puisque j'étais avec la famille, madame Astou, qui était là, avec les enfants, c'était vraiment des moments très forts dans ma vie de journaliste. Alors, à travers le journaliste, il y avait aussi le sport à côté, puisque
je suis directeur technique national. J'ai été capitaine de 2 équipes nationales différentes, la natation, mais aussi le pentathlon, avant d'être directeur technique national. Alors ceci m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà pourquoi je remercie la Convention des jeunes, parce que ça a été aussi une très grosse surprise. Au matin, ils ont bien fait, vraiment. Ils ont bien fait. Vraiment une très mauvaise surprise. Alors, tout ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir prendre la parole là-bas pour dire un petit mot, puisque le temps était oui. Parce que d'habitude, on accorde aux récipiendaires exactement leur accord de quelques minutes pour dire un petit mot. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je les comprends, puisqu'ils étaient pressés par le temps. Alors, j'aurais dit peut-être quels sont vos moments sublimes et quels sont vos moments de désaventure. Alors moi, j'ai choisi de dire la désaventure, puisque le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. Alors que j'étais à Alger, cette mésaventure, j'ai failli revenir dans une caisse et sous la soute de l'avion. Alors, au moment où les nageurs pleuraient, parce que simplement la mésaventure, c'est à l'époque où il y avait beaucoup de bruit en Algérie, alors on nous interdisait de prendre les taxis. Alors, il fallait, vaille que vaille, sauver l'honneur, une médaille pour le Sénégal. Alors, j'ai pris mes risques et périls, parce qu'il fallait chercher le passeport d'un jeune qui avait gagné la médaille de bronze. C'était la seule médaille de la natation, d'ailleurs. Malik Fall, en l'occurrence. Alors, on nous dit, dans 3 heures, si le passeport n'est pas là, allez hop, parce que le contrôle antidopage. Alors, que s'est-il passé? J'ai pris le taxi à mes risques et périls. Bon, là, c'est vrai que des malfaiteurs qui nous ont menés en quittant Benatnoun, je disais, il faut aller à Blida. Sur la route de Blida, on s'arrête sur une colline. Ensuite, on descend sur une dépression et c'est les coups de feu partout. Alors, le coup de feu partout. Alors je me suis dit, mais écoutez, ça ne va pas m'ébranler parce que ce n'est pas mon premier baptême de feu, parce que j'ai vu des morts couchés à côté sur le champ de bataille, alors que j'étais engagé. Alors que c'était passé, on m'a dit, allez, donnez ce que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer ces gens-là, si c'est des noirs, des blancs ou des jaunes, puisque simplement, vous voyez que les yeux qui pétillaient comme ça. Alors, tout de suite, on m'a dit, alors sortez l'argent. Sortez l'argent. On m'a mis en nu. Je n'avais que mon maillot de bain, comme on dit. Ils ont tout déchiré. On a pris l'argent que j'avais. Ça faisait, je crois, 850 000 francs en CFA. Allez hop, bon, jeune homme, maintenant, on va vous tuer. Je dis, bon, écoutez, face à la mort, comme on m'amène dans un trou. On m'a dit, regardez. Alors, c'est fraîchement 2 personnes qui venaient d'être tuées et qui... Parce que j'ai dit, mais écoutez, monsieur, on ne meurt qu'une seule fois. Ça, c'est clair. Si Dieu a décidé que je meure aujourd'hui, bon, là, je vais mourir. Je suis là pour défendre les couleurs de ma nation, pour honorer ma nation. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, on sort le pistolet, on tire sur une brique pour me dire, bon, on va aller à la salle de tuerie. On va vous tuer dans 10 minutes. Ça, des tueries quand même. Alors, j'ai fait mon récital comme d'habitude. Le monsieur amène le pistolet, il a visé mon genou. Bon, là, c'est vrai. Tac, le pistolet a fait incident de tir. Ça n'a pas marché. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu as des gris-gris? Je ne sais pas. Alors, un deuxième coup, incident de tir. Les messieurs m'entourent. C'est-à-dire la balle ne sort pas. La balle ne sort pas. Voilà. La balle ne sort pas. La balle ne sort pas. Alors, c'est vrai qu'on m'a mis un gros bâton boldé au genou, ce qui m'a fait... Bon, c'est sûr. j'étais hospitalisé pendant 15 jours à Principal quand je suis venu ensanglanté. Mais tout de même, je suis revenu en vie. En vie. Les 2 policiers qui m'ont dit, bon, écoutez, mais toi... Mais où habites-tu? Vous savez, mon passeport. Alors, vous vivrez longtemps, vous. J'ai dit, si Dieu le veut. Je ne sais pas, si Dieu le veut. Alors, si d'aventure Dieu
c'est qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Bon, écoutez, moi, je suis volontier, parce que c'est le destin. C'est la volonté. Ça, c'est la mort, c'est un décret divin. Chacun a son jour. Là, il n'y a aucun problème. Si Dieu le veut aujourd'hui, ben là, la mort n'a qu'à venir. Donc voilà cette aventure que je voulais raconter aux jeunes sur place. Mais malheureusement, le temps ne m'a pas permis de la faire. Bon, je suis rentré sain et sauf d'Alger. Et donc là, il y a à peu près l'ambassadeur d'Algérie. Quand les journaux, un peu partout, on a mis cet événement, on m'a convoqué à l'ambassade d'Alger à Dakar pour me dire, bon, on va vous appeler pour, je ne sais pas, une réception. Ça n'a jamais existé. Bon, je laisse tomber. Voilà. Le plus important, c'est que le coach est encore en vie. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Mais quelle mésaventure. J'ai vu 2 Nigérians tués et deux Nigérians tués. Alors là, complètement ensanglantés. Alors j'ai vu un Toubab aussi qui a été tué là-bas. Mais bon, j'ai dit... Le dessin, ça c'est le dessin, moi je dis... Bon, coach, vous avez vécu et vu tellement de choses. J'étais mis sur un motard. Le policier qui me dit, je ne dois même pas te mettre sur un motard, mais pourquoi tu es allé là-bas? Ça s'appelle le couloir de la mort, tous les Algériens connaissent. Il dit, ah bon, moi, je ne savais pas, c'est le taximan qui m'a conduit jusque là-bas, c'est ça. Mais malheureusement, pour eux, ils sont tombés dans leur propre piège. Voilà. Et vous en avez décidé autrement. C'était dur, difficile, mais là, ensanglanté les nageurs qui pleuraient partout. Mais j'ai dit, mais l'essentiel, c'est que elle est là, la médaille, pour le Sénégal. Voilà. Bravo, coach. Non, vraiment, bravo pour le... c'est ce qu'on appelle se sacrifier pour sa nation, véritablement. Merci beaucoup, coach, pour cette anecdote. Si tu l'avais raconté hier, nous, on n'aurait pas entendu. Justement. Et les spectateurs non plus. Et beaucoup de gens, beaucoup plus d'ailleurs. Parce qu'hier, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Plus de gens nous regardent et regarderont également la rediffusion. Donc, ton histoire ira véritablement loin. Ça mérite encore une nouvelle décoration. Absolument. Merci, coach Tandakha. Et on dit que la RTS, c'est cœur Goumak, n'est-ce pas? C'est justement ces histoires, ces personnalités, ces personnages et ces histoires qui font de nous ce que nous sommes. De dire en tout cas merci, merci encore une fois aux jeunes de la Convention. Merci aussi au directeur général de la RTS, ça, je ne peux pas manquer de le faire. Merci encore une fois à tous. Merci également à 3 éléments, 3 journalistes émérites. Parce que là, aujourd'hui, si véritablement, je ne peux pas... Ça vous de faute, comme on dit, les Wolofs. Mais aujourd'hui, vraiment, je le dois Abdoulaye Dabo. C'est lui-là qui m'a dit, viens, voilà comment on fait un reportage. Avant que je ne parte à l'école de journalisme, là-bas, du côté de Bruxelles, à l'Académie Vox, Télévox, Bruxelles, là où j'ai fait ma formation. Avant d'y aller, Abdoulaye Dabo m'a dit, bien, voilà comment on fait un reportage football, comme ça. J'ai beaucoup appris. Ensuite, il y a un autre, Majib Sen. Et puis, le 3e, c'est Balabas Diallo. Oui, le regretté. Pour la première fois, reportage, j'étais sergent. Je n'étais même pas encore adjudant-chef. Et mais décidément, dans l'armée nationale, on trouve tout, il y a même des reporters. Alors là, à Ziguinchor, avec le déplacement de l'ASFA, il m'a dit, bon, viens. Alors, je suis tous ces reportages, ça me fascine. Mais il manque un petit quelque chose, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors c'est pourquoi j'ai dit, je vais rendre hommage à toutes ces personnes. Voilà. Exactement. Encore bravo. Et bravo, coach. Aussi, tu dois écrire un livre, hein, coach, pour raconter tout ça. Il faut. Les mémoires du coach. Bon, alors je vais penser à ça. Merci. Oui, absolument, il le faut. Vraiment. Merci encore, surtout à la Convention des jeunes reporters du Sénégal, pour cette marque de reconnaissance. Migui Maram Ndiaye de Radio Sénégal. Oui. Qui est avec nous maintenant. Ah oui, moi, je ne l'avais jamais vu. Je l'entendais souvent dans les médias. Mais je l'ai connu à Radio Sénégal. Ça fait pas longtemps. Ça fait quelques mois qu'il est avec nous. Ça fait moins d'1 an qu'il est là. Je ne le connaissais pas. Adama le connaît très bien. Quelqu'un qui est assez brillant. Qui est promu à une très grande carrière. Un bel avenir. C'est la réalité. C'est une vérité générale. Tout à fait. Il a une émission en vérité sur Radio Sénégal.
Sénégal, le jeudi, voilà, 10h, 11h. Oui, c'est un grand passionné. J'ai l'habitude de le taquiner, en réalité, en vérité. Toujours, il me dit en vérité. Il prend le soin de dire non, c'est en vérité. C'est ça. C'est ce qui me fait rire, quoi. Exactement. Alors, coach, avant d'en venir à votre chronique gymnastique, nous allons présenter notre premier invité de ce jeudi avec Sarah. Oui, ça fait un moment qu'il nous écoute sur le plateau, mais c'est bien, il sourit avec nous. Ça veut dire qu'il est déjà dans l'histoire. Bachir Niang, le CIO de Coach Business Hub, président du Conseil national de l'entrepreneuriat. Et il vient ce matin nous présenter cette nouvelle entité et ses ambitions également. La cérémonie de lancement est prévue ce 19 décembre avec plus de 400 participants attendus. Alors, qu'est-ce que ce Conseil national de l'entrepreneuriat va apporter de plus? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Il y répond dans un petit moment dans la rubrique invité. On aura un deuxième invité dans la deuxième partie de cette émission qui est coach. Attention, coach personnel, pas comme coach Tandaha qui est plutôt dans la gym et le sport, et qui est, elle fait également ce qu'on appelle du leadership transformationnel. Elle va nous expliquer tout ça dans un petit moment. C'est Anna Emmanuelle Diouf-Sarr qui sera donc en plateau avec nous. Nos téléspectateurs la connaissent probablement bien parce que sur les réseaux sociaux, elle est très active aussi. On l'a déjà reçue sur la matinale. Elle est directrice de Apex Pro, une agence spécialisée en com et coaching et team building. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est coach elle-même en développement personnel, consultante au Centre des hautes études de défense et sécurité, initiatrice de la plateforme Useful Lives, et elle organise une méga conférence ce vendredi 15 sur l'esplanade du Grand Théâtre. Le thème à l'honneur, la jeunesse à l'honneur tout simplement, avec le thème Avance. Elle nous explique tout ça dans un petit moment. C'est ça. Et nous recevons d'abord Monsieur Bachir Niang. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. La discussion avec vous, ce sera dans quelques instants. Le temps justement de passer à la gymnastique. D'abord avec le coach Tandaha Ndiaye, coach Elhadj Tandaha Ndiaye. Je suis désolée, j'ai tendance à omettre. Hein. C'est pas intentionnel. Alors coach, c'est quoi le sujet de ce matin? Alors, on va parler de fitness avec dominante step. Le fitness et le step, évidemment, beaucoup plus de ressemblances que de dissemblances. Oui. Mais tout de même, on va parler du fitness. Évidemment, ce sera surtout avec le STEP. Et donc, c'est une plateforme qui est là. On va y aller et je vais devoir revenir sur beaucoup d'aspects puisque cet exercice, c'est surtout pour renforcer tout le corps, mais il y a surtout une dominante principale, c'est le cardio. C'est ça. Alors, on peut regarder de quoi il s'agit exactement? Oui. Alors, je vous propose d'aller à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est la grande salle, je peux dire même l'une des grandes salles de sport, de fitness du Sénégal. Et avec le maître CDJ, c'est le grand guerrier à qui nous rendons hommage ce matin pour nous avoir, en tout cas, ouvert ces locaux. Mais c'était extraordinaire. Alors, on va découvrir avec un coach qui s'appelle le coach Papis. Et c'est un spécialiste véritablement du step. Oui. Mais le step avec le fitness. C'est ça, allez, on regarde. Chers amis, aujourd'hui, je vous présente la science du step. Le step, c'est cardio, et puis ça renforce en même temps les jambes. Aussi, il y aura du bon step, et surtout à la fin, il y aura du step coréen. C'était le coach principal de la salle Atlantic Fitness, Papis, hein? OK.
Alors coach, on l'a vu à Saint-Louis comme à Dakar, comme partout ailleurs, hein, le fitness est à la mode. Mais quels sont ses avantages? Alors, les avantages, d'abord, bon, alors, surtout pour les femmes, vous avez vu la prédominance des femmes au niveau de ces salles. Je dis que le fitness est véritablement à la mode et un peu partout. C'est donc une discipline qui s'est complètement démocratisée dans le monde. Alors moi, ce qui me, disons simplement, c'est surtout l'affluence des femmes par rapport aux hommes, parce que c'est les femmes qui aiment mieux le fitness par rapport aux hommes. C'est plus facile pour elles? Ah oui, c'est simplement parce que ce n'est pas une musculation à proprement parler, mais c'est un renforcement musculaire. Vous n'avez pas besoin de faire la musculation isotonique, par exemple. Et donc, rien qu'avec ça, vous allez vous renforcer. Alors, autre avantage, c'est que la perte de poids, si vous voulez. Il y a une manière de travailler cette perte de poids. Avantage aussi, vous avez une certaine tonicité musculaire. Le retour veineux qui est important, là aussi, vous l'avez dans ce genre d'exercice. Et donc, vous avez aussi une endurance cardio-respiratoire et cardiovasculaire. Ce sont les avantages, justement, de ce fitness avec des steps. Réaction très rapide de Bachir Niang. Le fitness, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Ça vous parle un petit peu? Alors, je vais vous avouer que je me suis mis dans le sport de manière régulière, assez tardive, à peu près 2-3 ans. Aujourd'hui, je le pratique à peu près 4 fois, 5 fois par semaine. Et aujourd'hui, vu le niveau de stress que nous avons en tant que chef d'entreprise au Sénégal, ça aide beaucoup. Exactement. Et donc, j'encourage surtout le troisième aujourd'hui à le faire le plus souvent. Et le fitness, comme le coach l'a dit, c'est assez correct et assez acceptable physiquement pour les dames et nos mamans aussi. Exactement. Et coach, on a suivi ici il y a quelques semaines une séance de fitness sur fond de malach. Ça aussi, ça motive à bouger. Ce fond de malach, ça c'était à Pékin. Oui, c'était à Pékin. Le coach Neymar. Oui. On avait adoré. Alors coach, il faudrait combien de séances par semaine? Combien de séances de fitness? Alors, comme il faut vraiment une régénération musculaire, mais aussi articulaire, je crois qu'après 3 séances par semaine, au maximum 4 séances par semaine. Mais après 3 séances consécutives, il faut absolument observer le repos si vous n'êtes pas, en tout cas, professionnel en la matière. Puisque les sportifs du dimanche, par exemple, les autres, les amateurs qui viennent, après 3 séances consécutives, il faut absolument se reposer. Donc c'est la régénération, vraiment. Ce sont les muscles qui le demandent. Donc il faut avec le maximum d'efficacité pour atteindre les résultats souhaités. Et donc ça, une semaine, 3 séances, maximum 4 séances. Oui, voilà. C'est important. Merci. On va s'y mettre, nous aussi. Le fitness. Pas pourquoi elle me regarde quand elle dit ça. Tu ne regardes pas Alioune Diop, Non. Tu me regardes. Alioune, on va s'y mettre. Alioune, il comprend. Avec les escaliers, c'est pas évident, n'est-ce pas? J'essaie de te trouver une excuse. Il marche beaucoup tout le temps. Il évite les taxis. Tu passes tout le temps en train de marcher. Oui, ça aussi, c'est un bon sport. C'est vrai, c'est la réalité. Même si des fois, c'est à pas de sénateur. Merci beaucoup, coach, pour cette capsule. Mais pas mal, l'essentiel, c'est de faire les 1000 pas ou 2000 pas par jour. Voilà, et si vous le faites, ça bouge. Vous avez une excellente circulation sanguine. Et puis, ça vous provoque une très bonne oxygénation, puisque vous êtes obligé, en tout cas, d'inspirer et de souffler profondément. Oui, c'est le plus important. Merci, coach, pour la capsule. Merci aussi pour les précieux conseils. Mais vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et on enchaîne justement avec Alioune Diop pour les archives. C'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler de reggae, avec un ouvrage sur le reggae qui s'appelle Chronique d'une musique magique. Voilà, c'est l'œuvre d'Alassane Bey. On l'appelle Tom Kingston Boy. Un ouvrage, je crois que cela lui a pris une dizaine d'années de recherche. Il a parlé avec beaucoup de gens, énormément de gens, beaucoup de recherches, beaucoup d'entretiens pour arriver à cet ouvrage où il parle vraiment de l'histoire du reggae, comment le reggae est né, comment il a évolué. Avant le reggae, il y avait quoi? Des musiques comme la musique mento, calypso, avant d'arriver au ska, ensuite rocksteady, par la suite reggae. Après reggae, il y a eu des dérivés, ragamuffin, le dub,
Je le disais, même la musique techno qu'on vient d'entendre, à la base, c'est du reggae. C'est le dub jamaïcain accéléré avec la console, au niveau de la console. Donc, qui a donné la musique techno et la musique house, quoi. Donc, l'industrie musicale mondiale doit beaucoup d'argent à la Jamaïque. On a exploité les Jamaïcains, c'est une réalité. J'en parlais avec Hélène Lee, journaliste spécialisée dans le reggae, qui me disait depuis quelques années, les maisons de disques commencent à payer les Jamaïcains. Puisqu'il y a des avocats qui se sont concertés pour essayer vraiment de rendre justice aux Jamaïcains. Donc Tom Kingston Boy, avec cet ouvrage, parle vraiment de beaucoup d'aspects concernant le reggae, les titres phares du reggae, comment les grandes stars du reggae ont envahi le monde, comment le reggae a envahi le monde, jusqu'à influencer même des politiques sociologiques des États. Comment le reggae a réorienté le programme des télévisions françaises ou anglaises. Donc Tom Kingston Boy aborde beaucoup d'aspects concernant justement l'évolution du reggae. Le reggae, rappelons-le, a été fait patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2018. C'est ça. Donc on va justement revenir sur la date du 4 mars. C'était le lancement ou la cérémonie de dédicace de l'ouvrage. C'était à Keur Birago, le siège de l'Association des écrivains du Sénégal. On va suivre justement l'intervention de Alassane Bey, Tom Kingston Boy. Exactement. Inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité le 29 novembre 2018 par un comité spécialisé de l'UNESCO réuni à Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Il a été admis par sa contribution à la prise de conscience internationale dans les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité et à la dimension sociopolitique et spirituelle. Le reggae, fruit de multiples métissages et de mutations, a atteint son apogée au milieu des années 70, porté par des ambassadeurs orientés sur les revendications sociales, sur la spiritualité, mais également sur la paix et l'amour, source de stabilité sociale. Nonobstant le retour vers la terre-mère, l'Afrique, qu'ils n'ont jamais connu, est considéré comme le berceau de l'humanité. C'est l'un des plus grands combats de Marcus Garvey, le Moïse noir. Vous pouvez le constater. La musique reggae étale son universalité thématique dans un monde en perpétuelle déliquescence. La publication de cet ouvrage permettrait de mieux s'imprégner de l'univers de cette musique magique qui, malgré toutes les péripéties, continuera d'orienter, de conscientiser au rythme de sonorité qui puise leur source dans les entrailles de la musique africaine. Je n'ai cessé d'écouter de la... Alors, Alassane Bey à la Maison des écrivains, c'était le 4 mars 2023. Donc un adepte du reggae, influencé par les aînés, chez lui, des oncles, des frères, qui a écouté le reggae à bas âge. Et jusque-là, cela lui a suivi. Et quand on parle de reggae jamaïcain, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, il faut voir que aussi en Afrique, la main tendue par les Jamaïcains a été attrapée par les Africains. On a eu Sonny Okosum du Nigeria, Evi Edna Ogoni, Nigeria toujours. On est dans les années 70, peut-être dans les années 80. On a aussi Lucky Dubé en Afrique du Sud. On a aussi en Côte d'Ivoire. J'allais citer les plus jeunes, voilà. Tiken Jah Fakoly. Que nous connaissons, parce que quand tu dis 70, nous on est un peu perdus. Tiken Jah, Alpha Blondy, Takana Zayan dans d'autres pays, Askia Moulbou au Mali. Donc vraiment, au Sénégal on a eu Nyomin Kabi, Nyomin Kabi en France, ou bien le groupe Adjoa. Par la suite, c'est Max Adjoa, Maxi Delik. Mais aussi au Sénégal, des gens comme Dred Maxime, Ombre Zayan. C'est ça. Mais on a connu un bon moment de reggae dans les années 90 avec Ara, Safarabi, Amanla, les frères Tchandoum Brothers. Ils étaient nombreux. La scène reggae vraiment était là. Mais à force d'attendre, ils n'ont vu personne. Je parle des producteurs. C'est vrai que Safarabi a eu un album, Ara a eu un album, Tchakatawa. Non, du moins, Amanla a eu un album, mais Ara n'a pas eu d'album. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'albums reggae. De temps en temps, on reçoit des artistes jamaïcains. Ils ne sont pas nombreux, il faut le reconnaître. Ajaman, Morgan Heritage, Azwood, Third World, Steel Pulse, ils étaient tous là. Ce que j'avais apprécié quand Steel Pulse était là, il y avait des autorités politiques au concert de Steel Pulse. Ce n'est pas la peine de les citer ici, mais j'étais content de voir des autorités politiques venir voir justement Steel Pulse. Quand j'ai fait exprès de les aborder, ils me disent
mais on ne peut pas ne pas prêter attention au reggae. On l'a écouté beaucoup plus jeune. Là, on continue à l'écouter et c'est pourquoi on est venu voir Stilpulse, m'ont dit des autorités politiques qui étaient sur place. Donc vraiment, nous saluons cet ouvrage de Alassane Bey, Tom Kingston Boy, qui a donné beaucoup d'informations concernant le reggae. Si vous parcourez l'ouvrage, il y a beaucoup de titres, beaucoup d'informations et même le vocabulaire reggae est contenu dans cet ouvrage. Et de recherche quand même, forcément, ça produit quelque chose de... Normalement. D'énorme. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le reggae, ce n'est pas juste une musique, c'est également une philosophie. C'est une philosophie. C'est des messages qui sont lancés, c'est un engagement. Carrément. Et quand on écoute les chansons on a dit Alpha Blondy tout à l'heure, on a dit Tiken Jah Fakoly, on sait que c'est des textes très engagés. Ce n'est pas juste de la musique, on ne chante pas pour chanter, on porte des messages. Et je crois véritablement que c'est ça aussi tout le sens qu'on peut donner à cette musique. Dès ses débuts, ça a toujours été un message politique, ça a toujours été un message d'engagement. Bob Marley a toujours été dans ça. Prenez toutes ces chansons. Il y a un message derrière qui s'adresse à chacun de nous. Donc je crois que ce n'est pas seulement la musique qui est célébrée à travers cet ouvrage, mais c'est carrément toute la philosophie, tout le message et tout l'engagement qu'il y a dans cette musique-là aussi qui est célébrée. Parce que je voudrais ajouter quelque chose. On peut y ajouter un nom très connu, Amala Doucouré. Oui, Amala. Alors ça, j'ai dit que celui-là, vraiment, c'est... disons, c'est le grand manager. Justement. C'est le défenseur de la musique reggae au Sénégal. Tom l'appelle l'ambassadeur du reggae. Tom Kingston appelle l'ambassadeur du reggae. On l'a aperçu dans les images tout à l'heure, puisqu'effectivement, il était sur place. Le reggae, c'est une philosophie. Aussi, il y a la dimension culturelle, la dimension philosophique, la dimension identitaire, la dimension politique, religieuse. Parce que c'est une religion fondamentalement. Nous, Africains, on suit le reggae, peut-être on met un peu de côté l'aspect religieux. Nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens, dans d'autres musulmans, dans d'autres religions, mais toutes les religions se retrouvent à un moment donné. Donc, le reggae, j'ai l'habitude de taquiner quelqu'un, I live all the time, il me dit, il paraît. Bon. Dieu est toujours vivant. C'est ça, exactement. Partout. Effectivement, Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours vivant, le reggae est toujours là, malgré ces changements. Quand on parle de reggae dans le domaine religieux, il est accompagné par le Naya Bingi, une musique à base de percussion, essentiellement, à base de percussion avec des chants, le Naya Bingi. Donc le reggae est toujours là. No one can stop jazz music. C'est ce que disent les Jamaïcains. C'est une réalité. Même après la mort de Bob Marley, je le disais à quelqu'un, il y a eu de très bons albums de reggae. Arambe de Rita Marley est sorti après la mort de Bob Marley. One Bright Day de Ziggy Marley, spécial de Jimmy Cliff. Il y en a eu d'autres aussi qui ont sorti des albums. C'était comme si il y avait un sursaut d'orgueil. Les Jamaïcains se sont dit, écoute, Bob est parti, mais on est là. C'est ça, la musique doit continuer. La musique doit continuer. Chris Blackwell a dépensé beaucoup d'argent et s'est endetté énormément pour lancer le groupe Black Uhuru, mais ça n'a pas obtenu le résultat escompté. Ce que je voulais dire, excuse-moi Adama, c'est que quand Alioune Diop parle de dimension religieuse également, on sait véritablement à travers l'histoire de l'esclavage que toutes ces personnes en Jamaïque aujourd'hui, ces Noirs africains, viennent du continent africain. Donc quand on parle de percussion et de chant, on retrouve forcément des rites et des traditions. Donc il y a forcément une dimension très culturelle et très religieuse à cela également. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses contrées en Afrique, on joue du tam-tam, on joue des percussions, on entonne des chants pour invoquer des divinités. Donc on est véritablement dans cette dimension religieuse dans tous les cas. Et sur le livre, peut-être dire qu'on n'est peut-être pas surpris parce que il est le petit frère de Alioune Badara Bey, qui est le président de l'association des écrivains du Sénégal. Bachir, vous êtes fan de reggae? Alors, c'est pas quelque chose que je vais télécharger, écouter, parce que j'écoute effectivement historiquement Bob Marley, mais j'ai plus l'approche politique et historique. Par exemple, si vous prenez Buffalo Soldier, quand il raconte l'histoire des batailles de libération, c'est à travers Bob Marley que j'ai connu Haïlé Sélassie, bizarrement. Pourquoi il y avait ce lien entre l'Éthiopie et la Jamaïque, l'histoire, qu'est-ce qui s'est créé, pourquoi le symbole du lion. En général, j'aime bien regarder l'histoire de ce qu'il y a derrière la création musicale, même si je veux au moins savoir le pourquoi. Oui, donc parlait de notre invité tout à l'heure, c'est vrai, Bob Marley a franchement, il a beaucoup fait pour la marche du monde, je vais dire, la marche du monde.
Max Adjoa, j'ai fait allusion à lui tout à l'heure, il me disait qu'il était avec le Touré Kunda. À l'époque, le Touré Kunda, personne ne connaissait le Touré Kunda au concert de Bob Marley. Et il dit, je me souviens, Ismaël qui nous a quittés, il dit, ça va, et il a prié pour Bob Marley, Ismaël Touré. Parce que vraiment, il avait fait beaucoup pour la marche du monde, quoi. Bob Marley en France, à l'aéroport de Bourget. Ce n'était pas facile pour les Français d'avoir une salle. Donc, il y avait un chapiteau, à 2 reprises, un chapiteau, mais aussi, surtout à l'aéroport de Bourget. D'ailleurs, il y a eu un hold-up, nous dit-on. La recette a été volée, jusque-là, on n'en parle pas. Est-ce qu'on peut parler très rapidement de perception également du reggae? Parce que les gens se disent, reggae, il faut forcément avoir des dreads pour être reggae man. Ou qu'on l'associe également exactement au fait de fumer. Parce que cette perception aussi a peut-être fait que sur le continent, ça a été un peu freiné. Ça a freiné l'élan. Ça a freiné l'élan, ça a bloqué beaucoup de gens. Ça peut pousser certains à ne pas respecter les rastas. Il n'est pas dit que tous les rastas fument, d'abord. Ensuite, on peut ne pas avoir des rastas. Morgan Heritage l'a chanté, ce n'est pas la peine d'avoir des dreadlocks pour être rasta. On peut être rasta sans avoir des dreadlocks. Il y en a eu. Mais effectivement, avec l'histoire du chanvre indien, ça pose un sérieux problème. Les gens n'ont pas confiance aux amateurs de reggae. Combien de personnes écoutent du reggae? Combien de personnes vont au concert de reggae? Combien de personnes participent justement à des sound systems, mais qui n'ont jamais fumé? Même pas de la cigarette, n'ont jamais fumé. Donc effectivement, en termes de perception, c'est mal vu par certains. Peut-être c'est pourquoi les producteurs ont peur. Mais laisse-moi vous dire que quand on a annoncé Bob Marley à Abidjan, il devait quitter Abidjan pour venir à Dakar. À Abidjan, George Benson, le promoteur, il avait dépensé 13 millions, mais en un clin d'œil, il a récupéré son argent puisque les sponsors étaient là. Les sponsors étaient là, ils s'étaient engagés pour le concert de Bob Marley à Abidjan, même si les hommes politiques ont tout fait pour qu'Oufoué ne reçoive pas Bob Marley. Mais malheureusement, Bob Marley n'est pas venu. Quand George Benson est allé le trouver aux États-Unis, à côté de Johnny Seka, c'est lui qui était à l'origine, il a dit, écoute, c'est un peu, je suis mal à l'aise de parler d'argent, mais j'avais donné à Johnny Seka 13 millions pour que tu viennes en Afrique. Bob lui a dit, Seka est mourant, il est hors de question d'aller en Afrique. C'est comme ça qu'on a compris un peu les relations particulières entre Bob Marley et Johnny Seka. Merci à Lune. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et on va justement te libérer pour la suite à la radio. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sarah. Plus près de vous. Félicitations, Tandaha. Encore. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Je rappelle que vous êtes coach en développement transformationnel, initiatrice également de la méga-conférence La Jeunesse à l'honneur. Et nous allons en parler tout à l'heure avec Sarah. Mais en attendant, il y a Bachir Niang qui nous accompagne depuis le début de cette matinale. Bachir Niang, président du Conseil national de l'entrepreneuriat. Et il est là aujourd'hui pour nous parler justement de leur événement prévu ce 19 décembre. Exactement, ce sera le lancement officiel de cette nouvelle entité. Il en profite justement pour nous la présenter sur le plateau. D'abord, quel constat vous a emmené justement à mettre en place ce Conseil national de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup de me recevoir. Alors, le CNE, on a concrétisé une idée qui était dans l'air pour toute une génération. On va dire une génération de chefs d'entreprise, on va dire il y a un écart de 30 ans, c'est-à-dire on va dire entre les 25 et les 55 ans, voire les 60 ans. Vu que la démographie aujourd'hui, on a des jeunes encore qui poussent jusqu'à 70 ans, mais surtout une aspiration générationnelle. On n'a eu jamais autant de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui se lancent dans ce pays, au Sénégal. Des jeunes qui rentrent, des jeunes qui sortent de l'école et des professions libérales. L'écosystème est très dynamique. L'écosystème est extrêmement dynamique. Le constat est que chacun a commencé à faire son business ou monter son entreprise et rester dans son coin. Réussir individuellement. Mais collectivement, qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui pour le Sénégal de demain? On n'avait pas de plateforme. Aujourd'hui, on a une génération qui nous a précédés, qui ont mis des organisations qui ont perduré et qui continuent de perdurer, qui sont l'INACOA, la CNP, la CNES ou récemment le Club des investisseurs. Entre eux et nous, il y a une génération où il n'a pas eu une organisation patronale et nous avons décidé de le mettre en place. On l'a lancé avec 15 membres fondateurs il y a à peu près 3 mois. À cette date, on est à 300 entreprises. Et on avait l'objectif
à être 500 fin 2024. Et on sent que dès le premier trimestre 2024, on sera à peu près à 500-600 entreprises. Entreprises dirigées par des jeunes, c'est ça? Alors, fermer la porte aux c'est moins pas une jeunes, question. ou pas? Il n'y a pas le terme jeune, même dans notre site, dans notre argumentaire, dans notre jargon. Oui, parce que vous parlez de génération. Parce que c'est un mindset. Le Sénégal demain, c'est un mindset. On peut avoir quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, qui n'a pas l'esprit de construire le Sénégal. On peut rencontrer un monsieur qui a 60 ans, un monsieur qui a 55 ans, 50 ans. Il a encore faim de construire le Sénégal de demain. Donc c'est pour ça, dans notre philosophie, on est plus sur une nouvelle génération et sur un mindset de construire le Sénégal de demain avec une construction inclusive. Et donc le CNE, c'est juste un nom qui a concrétisé une aspiration collective pour construire le Sénégal de demain. Ça n'a rien à voir avec le CNP, parce que Conseil national du patronat, Conseil national de l'entrepreneuriat, où vous vous êtes inspiré du CNP finalement. Ce sont nos anciens qui nous ont inspirés. Ils nous inspirent, ils ont mis en place des structures et on s'inspire d'eux. Le Conseil national, c'est pourquoi on a mis national. C'est pour fédérer au niveau national. Bien que l'activité économique à Dakar concentre 82% du chiffre d'affaires, l'idée c'est que dans toutes les régions du Sénégal, vous vous levez un matin, vous êtes chef d'entreprise. Alors quand je dis chef d'entreprise, ça va de la petite structure qui soit formelle, on y reviendra un peu plus tard sur l'organisation, la petite structure jusqu'à l'entreprise qui fait 20-25 milliards, tout le monde est membre du CNE, que vous soyez à Saint-Louis. Je vous donne un exemple, vous avez cité M. Sididier à Saint-Louis, je suis du quartier, je suis de Saint-Thieba. C'est là-bas que j'ai fait mon école coranique. Donc c'est un monsieur qui est dans le poisson depuis des dizaines d'années et qui a impacté socialement tout un quartier. Donc j'ai grandi, donc je connais un peu. Donc ça me permet un peu de rebondir pour vous dire, on est vraiment sur un mouvement national. Pour le moment, on a démarré à Dakar et en banlieue. Mais au fur et à mesure, on compte faire une massification au niveau national et de dire que tous les chefs d'entreprise qui se lèvent le matin et dire je veux construire le Sénégal de demain, vous avez place entière au niveau du CNE. Donc vous ciblez les TPE, les startups, les PME, les grandes entreprises, les professions libérales. On a des avocats, on a des experts comptables. Le vice-président de la CNE, c'est un expert comptable. On a des fiscalistes, on a des experts financiers. Donc on a tout type d'entreprises et qui rassemblent, qui se retrouvent au niveau du CNE. Voilà. En tout cas, l'initiative est belle, bien évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce que le CNE va apporter de plus, justement, à ces entrepreneurs dans les difficultés? On va revenir sur ces difficultés dans un petit moment, dans les difficultés que traversent, justement, ces entrepreneurs. En fait, qu'est-ce que vous proposez? La stratégie se fait en 2 phases simultanées. La première phase, c'est d'abord une organisation interne. Ce que nous allons faire, c'est on va faire une mutualisation de nos forces. Je vous donne un exemple. Vous êtes aujourd'hui, il y a toute une génération de femmes chefs d'entreprise qui sont dans le cosmétique, dans l'habillement. Elles font du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, si elles vont demander un crédit, et souvent, elles travaillent souvent en fonds propres, elles veulent faire une extension ou une croissance de leur activité, et surtout vers les banques, elles ont souvent des refus pour des demandes de garantie. Ce que nous allons faire comme stratégie, c'est de faciliter l'accès au financement. C'est de mutualiser nos forces. C'est-à-dire, si on est 500-600 entreprises, on va trouver les banques qui sont dans la microfinance. On leur dit, voilà, nous, on a une base de 500 commerçantes qui sont structurées, qui sont formalisées. Car c'est quelque chose qui va être fait au niveau du CNE. Toutes les structures qui vont nous intégrer doivent être formalisées. C'est-à-dire, ils vont avoir le NINEA, des états financiers qui vont nous permettre de faciliter. Parce que le crédit est là. L'argent pour financer les structures sont là. C'est souvent que les entreprises n'ont pas un minimum d'informations, ce qu'on appelle l'information financière, pour permettre d'avoir ces crédits. Donc les quelques banques qu'on a rencontrées, dans lesquelles on va signer des conventions sur 2024 pour faciliter les financements, ils nous disent, vous nous facilitez la tâche. Si déjà au CNE, toutes les entreprises sont structurées, la petite entreprise, d'ailleurs il y a je ne peux pas faire de la pub, mais c'est une fille qui fait de la décoration avec des cartes de photos sur WhatsApp. Elle n'a pas de page Instagram, elle n'a pas de page Facebook. Elle ne fait son business que sur WhatsApp. Quand je l'ai informée, je lui ai dit, voilà, puisque je suis client chez elle, je lui ai dit, je vais t'inviter au niveau CNE. Elle m'a dit, ah non, vous êtes trop. J'ai dit, est-ce que vous avez un INE? Elle m'a dit, non, j'ai rien. Je travaille que via Mobile Money. Et le fait de l'inviter, de lui dire que je vais te structurer, elle a apprécié. En fait, les gens ont besoin qu'on leur donne un statut, qu'on les élève. L'idée du CNE, c'est de n'oublier personne.
d'intégrer tout le monde. Donc ça, sur la partie financière. Il y a la partie, la dernière fois, donc il y a à peu près 2 semaines, le président disait, il est important que les entreprises commencent à s'organiser en consortium pour pouvoir régler certains problèmes d'infrastructure. C'est quelque chose sur lequel nous militons depuis des années de manière officieuse, que nous nous organisons en consortium. Ça va permettre à des entreprises de pouvoir proposer des programmes PPP ou répondre à des appels d'offres de l'État. Par exemple, dans le bâtiment, on peut conduire un consortium, il y a 50 entreprises et on est prêt, on est solide pour pouvoir répondre à des commandes de l'État. Là, je vous rejoins parce que je ne sais plus, on en parlait en plateau il y a quelques semaines de cela. On se disait, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, et là je suis dans le domaine de la mode ou de la créativité. On a beaucoup aujourd'hui de structures qui sont très bien, qui font de très jolis modèles, un peu comme ce que Anne-Emmanuelle a porté ce matin. Mais lorsqu'on reçoit une commande de 20 000 tenues à faire comme ça, pareil, qui peut le faire tout de suite et maintenant? Là, ça devient un problème. Et avec les consortiums, on peut véritablement régler ce problème-là. Donc je vous rejoins quelque part. Il est important, évidemment, pour nos entreprises, nos petites entreprises, de s'organiser en consortium, autant pour moi, pour avoir plus de force et plus d'impact. On va revenir maintenant sur les difficultés. Vous-même, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, quelles sont les grandes difficultés que rencontrent ces entreprises quand on sait que la plupart ne font pas long feu? Ou font plutôt long feu, autant pour moi? Alors, en général, on dit dans les stats, une entreprise, en moyenne, 70% des entreprises ne dépassent pas les 3 ans. Si vous dépassez les 3 ans, vous avez dépassé la période la plus compliquée. Aujourd'hui, la chance que nous avons, la plupart des membres du CNO ont dépassé ce stade. Parce qu'il y aura 2 organisations, comme je vous l'ai dit. Il y a les startups, les gens qui viennent de démarrer, qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. On va les mettre dans un sas d'intégration. On est en train de demander un agrément de centre de gestion agréé au niveau de la BCAO, où on va intégrer des entreprises qui ne sont pas encore matures pour être dans l'opérationnel, mais on va les aider à croître. Les principaux problématiques que nous avons, il y a 2 aspects. Je l'ai soulevé tout à l'heure sur l'aspect financier, on va le régler. Et il y a l'aspect organisationnel, comme vous dites. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une mutualisation des forces. Comme vous l'avez dit, vous avez parlé de liste des PPP. Et il y a un autre point où on va militer pour, et on va être, c'est un point focal sur le CNE, c'est notre relation avec l'État. Une entreprise fait évoluer jusqu'à un certain stade. Mais il faut que l'État derrière puisse créer des champions. On doit être dans un pays où on doit créer des champions. Je vous donne un exemple, je vais faire un parallèle. On a pris un peu le modèle économique français. En France, le pays est mené par des grosses entreprises en France. Donc il n'y a que des grandes entreprises qui mènent la politique économique, donc ce qui se passe un peu au Sénégal. En Allemagne ou en Italie, toute la politique économique du pays, la croissance est menée par des petites entreprises, des PME, des TPE et de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Et c'est ces stratégies qu'on va apporter au Sénégal. Je vous donne un exemple concret. En 2024, le budget de l'État du Sénégal en commande publique, c'est-à-dire les contrats que l'État va passer, est de 2700 milliards. En 2012, il était 800 milliards, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de quasiment 400% en 10 ans. L'idée, c'est de dire à l'État, pour aujourd'hui relancer tout un magma de TPE, de PME, où il y aura une croissance et ce qu'on appelle un ruissellement, tout le monde va s'y retrouver. Si vous prenez 10% de cette commande publique, on tourne autour de 250 milliards. Ce n'est pas beaucoup pour l'État, pour financer la croissance économique du pays. 250 milliards. Vous permettez à des entreprises de travailler directement avec l'État. Au lieu de donner de l'argent à des projets, là, on injecte via des contrats. Si vous faites des contrats entre 15 et 50 millions, il y a 5000 entreprises qui vont travailler sur 2024 pour l'État. 5000 entreprises. Des entreprises qui doivent aussi être mises à niveau. Voilà. Parce que c'est un travail de qualité qui est demandé. Donc les 5000 entreprises vont créer 100 000 emplois sur 2024. Juste sur 2024 avec 10% de la commande publique. Maintenant, un point très important sur lequel le CNE va batailler, personnellement, et les membres du bureau. C'est ce qu'on appelle exécuter et livrer. Ah oui. C'est très important. On va faciliter l'accès à la commande publique, faciliter l'accès au financement, mais notre responsabilité, on devra rendre compte. C'est ça. On fera chaque année un bilan annuel de nos activités. Qu'est-ce qu'on a fait en matière de financement? Qu'est-ce qu'on a facilité
un accès sur les contrats publics, qu'est-ce qui a été exécuté, qu'est-ce qui n'a pas été exécuté. Et donc, nous, ce sera notre cheval de bataille. L'exécution et le livrable. Parce que souvent, on a tendance à dire, oui, les entreprises sénégalaises, vous les donnez... Oui, après, on donne des excuses. Voilà. Oui, on a été, il y a eu ceci, on n'a pas pu finir. Donnez-nous quelques jours de plus. Voilà. C'est pour cela qu'il faut diversifier et mener une politique de consortium. Si vous prenez une entité, vous lui donnez à une personne un contrat de 100 milliards, il peut avoir des risques et des difficultés. Vous prenez un contrat de 100 milliards, vous le confiez à un consortium où derrière, vous avez 50, 60 entreprises, la plomberie, c'est une entreprise, ainsi de suite. Vous limitez les risques et vous faites un ruissellement de ce fonds-là. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, les emplois sont créés. Donc l'argent est là. Ce pays n'a jamais créé autant de richesses. En 2024, il y aura le pétrole, on aura une croissance de 10,6%. Et c'est pour nous une opportunité de lancer un mouvement, de permettre à des entreprises d'exploser. Parce que là, les entreprises existent déjà. Ils ont leur fonctionnement, ils fonctionnent très bien. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de créer des champions qui vont au-delà aujourd'hui de ce qui est là actuellement et construire le Sénégal de demain. C'est un travail titanesque qui vous attend aussi. Oui, mais alors, M. Diop et M. Ndiaye, ils ont une chose aujourd'hui en commun qu'aujourd'hui, que j'aimerais qu'on ait dans notre culture au niveau du CNE, c'est la passion de partager. Ils ont une passion dans le sport, ils ont une passion dans la culture. Ils font des choses sans rien attendre en retour. Il faut qu'on ait cette culture. C'est-à-dire si individuellement, dans nos entreprises, on a la voiture, on a l'appartement, on fait nos vacances, on est content, et qu'on est content de notre réussite personnelle, et qu'on n'aillons pas au-delà de notre réussite individuelle, collectivement, on est tous responsables. On a tendance souvent à tout mettre la responsabilité sur l'État. On a une responsabilité collective, et nous, chefs d'entreprise, on doit prendre notre peu de part de responsabilité. Ce que vous dites là, je crois que Anna-Emmanuelle Diouf doit se retrouver absolument dedans. Quel commentaire est-ce que cela vous inspire, cette nouvelle entité qui vient de naître, le CNE? Alors, merci Bachir. Vraiment, c'est admirable d'entendre tout ça. Lorsque vous avez dit exécuter, livrer, j'allais rajouter être payé. Alors, les entreprises, il arrive très souvent qu'ils, en tout cas, souffrent de retard de paiement ou de retard de décaissement. Et ça aussi, ça doit être pris en compte. Voilà, on parle d'expérience. Surtout quand on parle de commandes publiques. On croise les doigts sur un point, c'est-à-dire on a encore un pays où la signature de l'État encore vaut quelque chose. Donc on se croise les doigts parce qu'il y a des pays où la signature de l'État ne vaut pas grand-chose, mais on a encore la chance d'avoir, comme on dit, pour ne pas paraser une série américaine, GOT, on dit l'État paye toujours ses dettes. Donc, il faut avoir les reins solides et avoir ce qu'on appelle les accompagnements longs. Malheureusement, on est dans un pays où les banques ont des accompagnements sur de très courts termes. C'est ça. Il faut aujourd'hui mener une politique d'accompagnement très long. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcer les entreprises sénégalaises, ils font leur maximum. C'est une compétition internationale qui est assez corsée, mais on nous met aujourd'hui comme si on fait la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Et on nous dit qu'on joue avec des tic-tics sur des gazons. Donc, on n'est pas au même niveau de voilà. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui changent. Nous, on est très optimistes pour le pays. Le pays est en train de décoller, économiquement. Et maintenant, c'est dans l'avion qui va décoller. Il faut intégrer tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. On va terminer, peut-être dans la deuxième partie, si on a le temps. J'aimerais vous entendre également sur vos relations futures, probablement avec les structures de l'État qui sont l'ADER, la DPME, le 3FPT. C'est des structures d'accompagnement justement pour les entreprises. Mais parlons de la cérémonie de lancement prévue le 19, c'est ça, très rapidement. Alors, sur la cérémonie de lancement, donc, qui sera présidée par le Premier ministre, il y aura le ministre de l'Économie, le ministre des PME, du Commerce, et on a intégré la haute fonction publique. On va revenir dans les détails, la direction de la douane, la direction des impôts. Pourquoi? C'est pour démystifier la relation qu'on doit avoir avec ces institutions-là. Voilà. Donc, et derrière, on a 300 entreprises qui sont déjà inscrites. D'ailleurs, je pense qu'on... C'est ça pour il faut s'inscrire en tant qu'entreprise, pour avoir le badge et être identifié, et les cartons d'invitation pour les officiels et les partenaires techniques et financiers qui seront là, les banques, les bailleurs de fonds. C'est très important parce que nous, on va militer pour une injection directe vers nos structures. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que parfois les partenaires veulent injecter des fonds, mais on le perd dans la mise en place parce que les entreprises ne sont pas structurées. Nous allons faire ce travail de structuration. Du coup, on va faire de l'injection directe
vers les entreprises. Très bien. Merci beaucoup, Bachir Niang. Bachir Niang. 7h35, c'est l'heure des infos. Le bulletin, c'est tout de suite. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de Kenkiliba. À tout à l'heure. La vocation du système commercial international est de réguler les échanges au bénéfice de tous. Si le système ne répond pas à sa raison d'être principale, alors il creuse les inégalités au lieu de les réduire. Il accentue les tensions au lieu de les apaiser. Il multiplie les contentieux au lieu de les résoudre. Il aggrave les risques de sa contestation et crée les conditions de sa remise en cause. C'est exactement ce qui nous arrive dans les organisations multilatérales. D'où la nécessité de réformer les institutions de Bretton Woods, de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, de réformer les banques multilatérales. Sinon, nous allons vers une fragmentation qui est devant nous. Voilà pourquoi nous plaidons pour la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin qu'elle soit plus juste et plus inclusive et qu'elle soit en adéquation avec son époque. Je dois aussi dire qu'avec l'admission de l'Afrique au G20 et l'octroi au continent d'un 3e siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire, nous poursuivons nos efforts pour la réforme de l'architecture financière internationale. C'est déjà très important et nous avons salué cet effort dans l'inclusion que les pays du G20 ont fait et nous pensons qu'il faut maintenant poursuivre cette réforme au sein du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale entre autres, et aussi revoir le système de notation des agences d'évaluation. Parce qu'en réalité, la plupart de nos malheurs viennent de cette notation. C'est ce qui renchérit notre dette, puisqu'il y a une perception du risque qui n'est pas réelle, mais qui fait que les États sont obligés de payer des assurances au crédit très élevés. Et tout cela participe à accroître la dette des pays en développement. Dans le même esprit, le Sénégal soutient les travaux de l'OMC sur les réformes institutionnelles visant à améliorer l'efficacité du fonctionnement de ces organes. Un commerce mondial inclusif nécessite un système de règlement des différends opérationnels, transparent et accessible à tous les membres. Aussi, l'équité et l'inclusion doivent rester au cœur de notre agenda. Un nouveau décor pour un événement exceptionnel. Le centre des expositions de Diamniadio abrite ce grand événement qui participe à la promotion de l'enseignement coranique. À travers cette démarche historique, le président a démontré sa compréhension du rôle et de la place du Saint-Coran dans notre panorama religieux et social. C'est dans cette dynamique que le président de la République s'est engagé dans la mise en œuvre d'actions incitatives telles que celle-ci, visant à encourager la jeunesse sénégalaise à apprendre les valeurs de paix et de tolérance, mais aussi à mémoriser le Saint-Coran. Au total, 15 candidats venus de 7 pays vont compétir durant 2 jours avec une bonne représentation des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Il est essentiel de souligner que par-delà la compétition, nous sommes des frères et sœurs, unis par les mêmes valeurs islamiques, véhiculées à travers le message du Saint-Coran. Dans le jury, on retrouve des éminentes personnalités venues de l'Égypte, du Maroc et du Sénégal pour départager les différents candidats. Chers candidats, pendant ces 2 jours, nous aurons le privilège de découvrir vos talents dans l'art du récital du Coran,
Je vous adresse mes sincères félicitations pour avoir été choisis pour représenter vos pays respectifs. Cette activité entre dans le cadre des efforts du gouvernement pour la modernisation des daras. À terme, les lauréats seront honorés par le chef de l'État lors de la 2e édition de la Journée nationale des daras. L'activité est prévue le 16 décembre prochain à Dakar Arena. Tous les mercredis, c'est ici, dans ce jardin de l'espoir, qu'il compte pour ses enfants talibés. Dans un style qui lui est propre, Pape Amadou Sow Zumba transmet ses émotions à son jeune public à travers ses récits imaginaires. Un exercice qu'il a démarré avec ses propres enfants. On sait tous ce que c'est que le talibé. C'est des gens qui sont condamnés à l'errance, à la mendicité. Nous les regroupons ici, au centre Jardin d'Espoir. Nous leur donnons à manger. Nous leur offrons un cadre d'études aussi. Ils font des cours de scolarisation, d'alphabétisation, de couture. Ils font beaucoup de choses. Par ses contes, Zumba souhaite participer à la bonne initiation de ses enfants talibés au sufisme et à la citoyenneté. Pour lui, le conte est un puissant outil pédagogique. Moi, je suis absolument certain que ça prend parce qu'on a aussi nos grilles d'évaluation qui montrent que si nous prenons un thème, par exemple, de la propreté, donc 15 jours, 20 après, donc on se rend compte que vraiment, il y a un bon impact. Un talent que lui reconnaissent ses amis d'enfance. Zumba, il a du talent. Peut-être il n'est pas très bien connu au Sénégal. J'apprécie beaucoup le conteur. Moi, j'aime bien les contes. Nous nous sommes rapprochés par l'amitié de nos parents, mais aussi par le travail de conteur, par le travail d'écriture. Le conte a propulsé Zumba sur le plan international. Au mois de septembre, il a reçu le prix du meilleur conteur international et trésor humain vivant à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Et c'était les infos de ce jeudi dans votre matinale Kénkeliba. Merci beaucoup de nous suivre depuis 6h30 et je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h, 7h42. Nous allons consacrer cette seconde partie de Kénkeliba à notre deuxième invité du jour. Il s'agit de Anne-Emmanuelle Diouf qui, on le rappelle, est coach en développement transformationnel. Elle est aussi l'initiatrice, Sarah, de la méga conférence La jeunesse à l'honneur. C'est ça. Développement personnel, leadership transformationnel, tout ça se regroupe quelque part. Elle nous explique ça dans un petit moment. Alors depuis plus de 10 ans, Anna-Emmanuelle Diouf-Sarr a créé la plateforme Useful Life et à travers cette plateforme, elle accompagne des organisations internationales à travers le monde, des gouvernements également, des entreprises publiques et privées et des individualités pour l'atteinte de leurs objectifs. Une coach qui parle pour que les gens puissent changer. Est-ce qu'on peut résumer cela à ça, Anna, Elisabeth, Emmanuelle Diouf? Bon, possible, ce serait peut-être une partie, mais la transformation fait intervenir plusieurs choses, mais c'est sûr que la parole a un effet sur la transformation. J'ai dit tous ces jours-ci avec les différentes interviews on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, sometimes, pour créer le déclic, il va falloir parler pour qu'on puisse en tout cas, attirer l'attention, créer les déclics et avoir peut-être l'émotion qu'il faut. Est-ce que tout le monde est réceptif à ce message? Oui, la plupart du temps, parce que l'homme est à la recherche de lui-même. Et donc, les sciences humaines, tout ce coaching, développement personnel, conduite du changement, permet à la personne de remettre les projecteurs sur elle-même et voir un peu qui suis-je. Je dis souvent, nous sommes experts en journalisme, experts en natation, en beaucoup de choses, mais est-ce que nous sommes experts de nous-mêmes? Est-ce que nous nous connaissons jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point sommes-nous arrivés à la maturation de nos émotions, à pouvoir, en tout cas, connaître nos émotions, se donner l'autorisation de choisir ses réactions. Ça, c'est toute une vie, c'est des exercices, c'est beaucoup de choses. Et la parole seulement ne suffit pas. L'environnement pourrait aider. Et donc, à côté, tout ce qui est musique peut aider. Tout ce qui est situation et beaucoup de méditation. Et ce sont ces techniques que vous utilisez généralement dans vos séances de coaching parce que vous travaillez avec des entreprises également et aussi avec des personnes individuelles comme ça aussi.
Alors, nous sommes spécialisés, hein, c'est une passion, la dynamique de groupe, la cohésion du groupe, le développement personnel. Et donc, avec un agenda très chargé, nous avons fait l'option du coaching de masse, de groupe. Pourquoi? Pour au moins avoir un peu plus d'impact. Mais après, s'il y a possibilité de faire un coaching un peu plus rapproché, c'est possible. Est-ce qu'on c'est pas un peu de la psychologie aussi quelque part, non? Alors, les gens vous parlent ou ils se contentent tout simplement de vous écouter et d'entendre ce que vous avez à leur dire? Alors, la plus grande partie, vraiment, c'est l'écoute. Alors, c'est plutôt nous qui écoutons. Et ça vient un peu de Socrate, right? L'accouchement des idées. Parce que lorsque la personne, le coach, en fait, guide la personne à retrouver, aide la personne à retrouver la vérité. À retrouver la vérité, à retrouver sa vérité. Si, par exemple, je prends le thème des blessures, pour que on ne peut pas venir et dire directement c'est ça sa blessure. On pourrait, lorsqu'on a l'habitude de voir certaines réactions, mais avec des questionnements sur son passé, avec des questionnements sur son vécu, il arrive lui-même à trouver la réponse. Donc le changement, dit-on, est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et donc du dehors, ce sera difficile. Donc c'est la personne qui d'abord veut le changement, ensuite entre en elle-même pour voir quels sont les atouts, quels sont ce que j'appelle les dommages collatéraux ou les avantages collatéraux qui sont souvent très difficiles à discerner lorsqu'on a une épreuve ou lorsqu'on vit quelque chose de très, très, très difficile. C'est une séance de thérapie, en quelque sorte. C'est de la thérapie, disons, mais on est différent des psychologues. Parce que les psychologues peuvent aller jusqu'à prescrire des médicaments. C'est ça. Et là, c'est vraiment... c'est une science, c'est une formation bien précise pour en arriver là. C'est une formation bien précise et on me posait la question, est-ce que tout le monde est coach? C'est ça, est-ce qu'il y en a question, beaucoup? Est-ce qu'on se forme? Il y a beaucoup de coachs maintenant sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Alors, je ne comprends pas ce que met tout le monde dans l'appellation coaching. Alors, mais c'est une formation, ce sont des certifications. Mais au-delà de ça aussi, il y a des dispositions naturelles. Hein, des personnes qui ont cette disposition d'analyser, d'observer et d'en déduire quelque chose qui pourrait être correct. Qui peut être, donc, il y a cette disposition. Donc, je dis souvent que... on me dit, mais est-ce que je dois attendre jusqu'à apprendre? Je dis, pourquoi pas commencer, apprendre, mais après... Vous savez, hein, beaucoup de talents, beaucoup de dons qui sont là. Après, c'est lorsqu'on va se former qu'on a les terminologies, hein, pour faire du genre je sais et tout, qu'on a les terminologies, et souvent, il arrive qu'on sache comment ça se fait et qu'on ne mette pas les noms dessus. Donc, avoir les terminologies, la prudence et même la connaissance en se formant, c'est une chose parce que dans toute formation, il y a les meilleures pratiques. Il y a les meilleures pratiques, il y a les choses également à éviter. Absolument. Hein, récemment, j'étais à une conférence à Abidjan et le thème, c'était guérir de ses blessures pour retrouver sa véritable identité. Je dirais qu'il arrive des fois qu'un coach ou un leader se fait coach pour guérir alors qu'il n'est même pas guéri lui-même de ses propres blessures. Donc, en essayant de guérir, c'est comme une thérapie par ricochet qu'il est en train de se faire. Donc, voilà. Et c'est quoi la plateforme Useful Life? Alors, la plateforme Useful Life, alors on fait de la dynamique de groupe depuis maintenant plus d'une décennie, mais la plateforme Useful Life, réellement, c'est depuis Covid-19. C'est passé. Donc, comment c'est né? C'est tout simple. Rester chez moi, avoir sur Facebook, il est décédé à l'époque, il y avait beaucoup, voilà, de décès, beaucoup de... Ensuite, j'ai eu beaucoup d'appels au niveau de la diaspora. Pendant Covid-19, beaucoup ont vécu des choses extrêmement difficiles, surtout même dans les ménages. Et c'était pas très simple. Et je me suis dit, tiens, la plupart de ce que je fais est payé par les organisations internationales ou les multinationales ou encore les gouvernements et ainsi de suite. Et ça servirait à quoi si je meurs dans 2 jours avec toute cette connaissance? Donc, depuis Covid-19, j'ai décidé d'ouvrir un peu plus, de trouver en tout cas un mécanisme pour toucher plus de monde, faire du bien à plus de monde plus rapidement. C'est ça qui a en tout cas suscité
useful lives, really. Que nos vies soient utiles en anglais pour que ma vie soit utile avant l'heure. Absolument. Comme Coach disait, il y a le décret divin pour chacun d'entre nous. C'est ça, comme une pièce de théâtre. Quand on finit de jouer son rôle, on doit tirer sa révérence. Vous avez parlé de Covid tout à l'heure et de couple et tout ça. Bon, c'est vrai que ça a été des moments très difficiles pour beaucoup, mais j'ai une petite anecdote qui va vous faire sourire. C'est pendant le confinement, tout le monde à la maison, un père qui dit qu'il va dans sa cuisine et puis il voit une jeune fille qui rentre, il se retourne et puis il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine ?» Et la jeune fille qui lui répond « Arrête papa. C'est moi ta fille. » C'est pour dire à quel point certains étaient tellement loin des enfants. Il n'a pas réalisé qu'elle a grandi. J'imagine que c'était une bonne blague. Il savait que c'était sa fille. Mais elle a tellement grandi qu'il ne s'en est pas rendu compte. La Covid a permis également aux gens de se reconnecter et aux familles de revivre cette véritable ambiance familiale-là. Vous organisez des conférences pour parler à plus de gens. Récemment, vous avez parlé aux étudiants. C'était en juin dernier. C'était une méga conférence également. Ça a été reporté finalement. Et donc finalement, ce sera pour la jeunesse, les étudiants, ils seront conviés également. Quel est l'objectif finalement de cette méga conférence que vous organisez? Et pourquoi avoir ciblé les jeunes? Alors, en réalité, la conférence de juin a été annulée. À l'époque, quelques manifestations nous ont poussé à annuler, donc à reporter au 15 décembre, vendredi prochain. Ce qui a poussé, la conférence était réservée aux étudiants. La demande était devenue tellement forte qu'on a juste, parce que si on dit étudiants, c'est qu'on a lâché une partie, en tout cas de la jeunesse, de la population qui en demande. Donc aujourd'hui, on a élargi un peu à la jeunesse. Alors, d'abord pour les étudiants, pourquoi? Parce que la demande était forte. Nous faisons souvent des conférences à l'international, mais pas assez au pays, pas assez au Sénégal. Et l'agenda, avec d'autres activités qui sont là, ne permettant pas d'aller dans les universités, on s'est dit, bah, tiens, on va faire quelque chose de grand. Et puisque nous partons parce qu'on est invités, cette fois-ci, on va les inviter, on va dire, on va faire aussi pour les jeunes de chez nous. On va revenir à la maison, on va faire pour les jeunes de chez nous. Et ceux qui en bénéficiaient ou qui sont des coachs qui nous invitaient, c'est eux qui viendront. Donc, l'objectif général, en tout cas, c'est d'inspirer, c'est d'encourager, c'est de pousser à la réussite. D'où le thème avance. Avance comme une injonction, avance comme un ordre, parce qu'ils n'ont pas le droit, les jeunes n'ont pas le droit de s'arrêter. Celui qui s'arrête recule. Ils n'ont pas le droit. Les jeunes, c'est comme une puissance. Ils ont tellement de créativité, tellement de force même physique, tellement de talent, de choses à explorer. Donc l'idée aujourd'hui de la conférence, c'est de créer le déclic. C'est de créer le déclic. Et pour créer le déclic, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs, on peut leur parler et créer le déclic, mais le témoignage est un outil extrêmement fort. Parce qu'on dit ce qu'on n'a pas vu, on n'y croit pas. Ce qu'on n'a pas entendu, on peut ne pas le croire. Donc aujourd'hui, la partie témoignage est une partie essentielle de cette conférence parce que nous convions d'éminentes personnalités qui seront là, qui ont réussi dans leur vie et qui étaient pour la plupart même de plus mauvaises conditions que les jeunes actuellement. Donc c'est important ce que vous dites, parce que beaucoup de jeunes disent aujourd'hui que pour chercher l'espoir, pour chercher un mieux-être, il faut partir. Je parlais du phénomène de l'immigration irrégulière. Coach Tandakha, ces derniers temps, on a été très peinés de voir combien nos jeunes se sont sacrifiés pour aller mourir en mer, parce qu'ils le savaient, c'était un suicide collectif, pour aller chercher l'Eldorado ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes-là aujourd'hui? Tout à l'heure, c'est difficile. C'est la question qui revient, l'immigration, l'immigration. Je disais aux jeunes tout à l'heure, enfin aux journalistes tout à l'heure à la conférence de presse, en fait, l'idée de cette conférence, c'est de ne jeter le tort à personne et de remettre les projecteurs sur nous-mêmes. Quelqu'un dit en Wolof, si vous permettez, il faut que arrêtez d'accuser le bon Dieu et de voir, parce que je disais tout à l'heure, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et s'il est vrai que l'homme vient de Dieu, c'est que l'homme est foncièrement bon et l'homme est capable. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au lieu de regarder chez l'un ou chez l'autre, regardons chez nous, dans notre cœur et dans notre mindset, quelles sont les choses que nous devons shifter pour avoir les résultats que nous voulons avoir. Donc aujourd'hui, être assis, se plaindre n'est plus suffisant.
Il faut que chacun fasse sa part. J'ai écouté un morceau de Daraji sur Sénégal, sur truc. J'ai écouté certains de ces rappeurs en méditant sur l'organisation de cette conférence. Je me suis dit, tiens, les artistes ont fait leur part, right? Hein? Les journalistes font leur part tous les jours. Et qu'en est-il de nous autres qui sont passionnés de l'humain, passionnés du développement personnel? Certainement qu'on doit faire notre part aussi. Absolument. Donc, vraiment, pour l'immigration clandestine et toutes ces choses, il faut que les jeunes se rappellent de qui ils sont. Par contre, il faut qu'on continue à les faire rêver. Il faut qu'on continue à susciter l'espérance, à susciter l'espoir. Le Sénégal est dans une tangente extraordinaire. Et il faut des fois sortir maintenant de l'image et regarder l'image du dehors et se dire, tiens, on n'est pas trop mal, hein? On n'est pas trop mal quand même, hein? Bon, mais vous entendre parler, je pense que vous êtes entré un peu, à mon avis, dans le domaine des sciences humaines. Est-ce que ne faudrait-il pas, vis-à-vis de ces jeunes-là, faire un véritable cours de sophrologie, bien de parler de la psychanalyse même de ces jeunes-là? À vous entendre parler, parce que j'ai pensé qu'il y a une nécessité d'entrer dans les sciences humaines carrément. Alors, une de nos spécialités, c'est la thérapie cognitive du comportement. Donc, forcément, ça appelle toutes ces spécialités. Et justement, les coachs qui sont invités sont des spécialistes. Entre psychologues, qui seront là, et des coachs de motivation qui, eux, se sont spécialisés sur certains domaines. Et justement, les thèmes qui seront abordés lors de cette conférence, ce serait, disons, d'abord la conscience de soi, être, pas avoir, être. Parce que c'est l'être qui attire maintenant tout le reste. Donc, être. Ensuite, on aurait un autre thème comme oser et explorer son potentiel. On aurait aussi un leadership et service. La résilience, parce que les jeunes souvent veulent aller très vite, avoir tout ça très vite. Rapidement. Et après, on terminerait par un thème comme exceller dans son domaine. Donc réellement, ce sont des spécialistes qui seront là pour parler, en plus de témoignages de personnalités. Et vous êtes tout aussi concernés, surtout quand elle parle de leadership et surtout du fait d'oser prendre certaines initiatives, certains risques. Les challenges. Elle a fait un discours extraordinaire sur différents points, notamment sur, vous avez dit, l'être-être. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi la conception de la réussite avec un grand R de la jeunesse? Comme vous dites, ils vont dire, je vais chercher l'Eldorado, parce que c'est ça la réussite. Parce que sur une quinzaine d'années, on a ouvert des réseaux sociaux tels que TikTok, où les jeunes absorbent sans réflexion des images de réussite qu'on leur donne. Mais on ne leur donne pas, c'est quoi le back-office de la personne? Où est-ce qu'il est passé? Moi, je donne un exemple. Moi, j'ai commencé par la pisciculture. Je faisais l'élevage de poissons à Rosbecho et je vendais mon poisson au marché central. Pendant 4 ans, je l'ai fait. Ensuite, ça n'a pas marché. Je me suis diversifié. Aujourd'hui, je suis à peu près à près de 600 salariés dans Dakar. Mais c'est un parcours très, très compliqué. Mais ça, si on ne le montre pas à nos frères, à nos jeunes frères, ils pensent qu'il y a ce qu'on appelle la réussite ex nihilo, qui vient comme ça, on devient milliardaire, on a une belle voiture, on pense que c'est la réussite. C'est un parcours extrêmement, extrêmement fastidieux, mais il y a le travail paye toujours, comme dit Nkonda Venenum, le venin à la fin. Donc ça paye toujours. Donc notre rôle, comme vous dites, pour rejoindre sur l'aspect de l'immigration, en toute humilité, on ne va pas régler le problème tout de suite de facto, mais il faut poser les jalons. Moi, j'ai une idée, ce qu'on appelle la réussite de proximité. Il faut que les jeunes puissent voir de manière palpable dans leur environnement, il y a des gens qui ont réussi. Vous ne pouvez pas permettre aujourd'hui, dans tout un quartier, des jeunes qui se lèvent, chefs d'entreprise, le parti frère, puissent voir et dire « tous mes frères sont lancés dans l'entrepreneuriat, personne n'a réussi parce que personne ne les a aidés ». Il faut que les jeunes puissent voir, toucher, il y a des gens qui ont réussi, voici leur parcours qui est des modèles. Donc nous, en toute humilité, on va essayer de poser des jalons pour essayer de lutter contre ce phénomène-là. Surtout que je l'ai vécu en tant que Gendari Sanchiba dans les années 2008, la première vague des... Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need
to stand up. Get better warning, which makes me know